Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Bienvenue dans la formation gratuite offerte par Résine Pro. Vous avez un chat, un petit onglet chat de discussion où vous pouvez m'écrire. Oui, tout à fait. Bonjour. Merci pour votre retour. C'est bon pour tout le monde? Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Vous pouvez double-cliquer sur l'icône. Il doit y avoir un petit onglet ou 3 petits points pour pouvoir voir le visionnage aussi de la vidéo, parce que je vais basculer après ma caméra sur mon plan de travail. Bonjour à tous. D'accord, 5 sur 5, parfait. Le principal, c'est que vous puissiez bien voir et surtout bien entendre tout ce que je vais vous dire. Donc, bienvenue dans la formation, les résines époxy de base. On va voir aujourd'hui les bases des résines époxy, c'est-à-dire les différentes résines époxy, comment les travailler, vraiment les bases pour commencer vos projets et bien réussir tous vos projets. Donc moi, je me présente, je suis Rosen Martel, je vais être votre enseignante, j'ai une chaîne YouTube, donc Kérosène Art, sur les réseaux sociaux. Je travaille depuis plus de 6 ans maintenant avec Résine Pro et ça fait plus de 15 ans que je travaille avec les résines époxy. Bon, je vois que le nombre de participants stagne, mais je vais pouvoir démarrer. Donc, ce qui va être important à déterminer quand vous souhaitez donc démarrer des projets en résine époxy, ça va être quel type de résine, je vais basculer sur mon plan de travail, quel type de résine il va falloir choisir selon les caractéristiques techniques des produits. Parce qu'en fait, chez Résine Pro, vous avez une vaste gamme, même dans les résines époxy en général, et elles ont toutes des caractéristiques techniques selon l'application que vous allez en faire. Je vais vous expliquer, donc je vais basculer ma webcam sur mon plan de travail pour vous montrer tout ça. Donc en fait, on va venir différencier deux gammes de résines si vous voulez. D'ailleurs, sur le site de Résine Pro, elles sont classées par catégorie. Vous allez avoir donc les résines de coulée, comme là par exemple ici, je vous présente la résine transparente, la plus utilisée chez Résine Pro, qui est une résine multi-usage. Donc ces résines époxy, dites de coulée, on va pouvoir... Le son n'est pas très bon. Essayez peut-être avec un micro, ou est-ce qu'il faut que je parle plus fort ou c'est bon pour tout le monde? Même avec le volume à fond, je vous entends. D'accord, bon alors c'est peut-être un problème technique de la personne. À ce moment-là, essayez peut-être avec un casque. D'accord, ben, merci pour votre retour. Je vais essayer quand même de parler un petit peu plus fort. Désolée pour ceux qui ont des casques. Donc oui, deux types de résines si vous voulez. Donc les résines de coulée, celles-ci elles vont être faites pour faire de la coulée, vous voyez par exemple dans des petits moules quand on va vouloir démarrer, faire des bijoux, des petits dessous de verre, par exemple, des plateaux, peu importe. Donc c'est des résines qu'on va venir couler jusqu'à 2 cm d'épaisseur. C'est des résines assez fluides, je vais vous expliquer juste après les différentes caractéristiques techniques. Donc on a des résines pour des petites coulées, pour faire ce qu'on appelle multi-usage, un petit peu de tout, avec des petites épaisseurs dans des moules. Et après vous allez avoir des résines donc là, qui sont notées comme époxytable 5, époxy premium ou époxytable 10 qui vont vous permettre de faire des épaisseurs de coulée beaucoup plus importantes. Alors qu'est-ce que c'est les épaisseurs de coulée plus importantes? C'est par exemple, on va avoir un moule, un très grand moule comme celui-ci, vous voyez c'est un vase en résine époxy. Donc, quand on a le moule, comme ça, le moule est très très haut avec une très grande hauteur, une très grande épaisseur. Donc, pour pouvoir remplir ce moule en une seule fois, ou quand on veut faire par exemple des tables rivières avec des grandes coulées, des grandes longueurs et des grandes largeurs, là, on ne va pas pouvoir utiliser ces résines qui sont faites pour de la petite coulée, mais on va devoir utiliser des résines pour grande coulée. Donc, si jamais vous avez un doute, des projets bien particuliers, que vous avez des doutes, quelle résine utiliser, vous pouvez nous contacter au service client. Vous nous écrivez un mail, vous avez le contact à la rubrique « Contactez-nous » et on vous conseillera au mieux sur quel type de résine utiliser selon vos projets. Donc, avec les résines de coulée, les petites multi-usages comme ça, on peut travailler aussi en strates. Par exemple, on va vous dire pas plus de 2 cm, donc vous allez pouvoir couler par exemple 2 cm, attendre que la résine durcisse, recouler 2 cm, attendre qu'elle durcisse 24 heures et on remplit comme ça ainsi de suite. Donc, on peut utiliser aussi celle-ci. Mais si on veut faire une seule coulée en une seule fois, par exemple, voilà, on ne veut pas attendre, la résine, on peut utiliser les résines pour grande coulée. Et celles-ci, elles vont durcir en 48 heures et durcissement complet de 7 jours. Ça veut dire qu'au bout de 48 heures, on va pouvoir démouler. Et selon les quantités qu'on a faites, voilà, la résine va durcir donc en 48 heures. Donc ça, c'est pour les résines de coulée. Donc généralement, elles sont quand même assez fluides pour pouvoir... quand on va venir couler, faire remonter les éventuelles bulles d'air. Donc, c'est des résines
fluide. Il y a encore une plus fluide qui s'appelle Liquidissima, hein, plutôt que celle-ci, la transparente, qui est idéale quand on veut faire des petits bijoux, qu'on va vouloir mettre de l'inclusion, des petites choses qui peuvent créer des bulles d'air dans la résine. Donc ça, c'est pour les résines de coulée. Et ensuite, vous avez donc une deuxième catégorie qui est la résine de revêtement. Donc, dans les résines de revêtement, ça va être des résines qu'on va venir utiliser. Là, vous voyez, par exemple, la plus utilisée par les artistes, c'est celle-ci, c'est Art Pro. Mais après, on en a d'autres, hein, comme Ocean Resin, One to One et Art Pro Deluxe. Donc, celle-ci, ça va être des résines qu'on va utiliser entre 1 et 5 mm d'épaisseur pour faire ce qu'on appelle du revêtement ou du glaçage. Exemple, vous avez envie de faire, je ne sais pas, un plan de travail, refaire une table de chevet, remettre de la résine, vous voyez, en fine couche, par exemple, sur un support, comme là, par exemple, pour faire un tableau. Par exemple, là, j'ai peut-être, voilà, l'horloge qu'on a fait au cours, vous voyez. Pour faire, par exemple, des coulées comme ça, très fines, sur un support, on va venir utiliser ce type de résine. Ces résines-là, donc Art Pro, elles vont être à moyenne ou haute viscosité. Donc, pour vous expliquer, fluide, c'est un peu comme de l'eau. Et viscosité, ça va être plutôt un peu comme des miels épais. Par exemple, Art Pro Deluxe, qui est la résine la plus épaisse de notre gamme, la plus haute viscosité, va être très épaisse pour pouvoir justement, quand on va venir l'appliquer sur un support, j'essaie de ne pas faire de bruit pour ceux qui ont des casques, quand on va venir appliquer la résine sur un support, si elle est trop fluide, elle va avoir tendance à s'écouler. Elle ne va pas rester en place. Les résines sont autonisantes. Donc, il nous faut des résines à moyenne viscosité qu'on va pouvoir venir donc appliquer avec des spatules, par exemple. Hop, on vient appliquer la résine et la résine va rester en place et, vous voyez, se mettre sur les bords. Bon, après, il y a des techniques de scotch pour le retenir. Donc, c'est pour ça que la viscosité joue. Et ces résines-là, elles sont faites spécialement pour ce qu'on appelle le glaçage. Donc, le glaçage, c'est quand on vient faire une couche totalement transparente sur une œuvre, où on peut donc les colorer à souhait et vous voyez faire toutes sortes d'effets, comme là un effet de marbre, toutes sortes de créations artistiques et colorées, donc avec ces fameuses résines de revêtement. Vous voyez. Donc les résines époxy, vous pouvez les travailler pareil, les résines de revêtement, en strates. C'est-à-dire, on peut, vous voyez par exemple pour cet exemple d'horloge, on peut utiliser donc cette résine Art Pro, qui est ici, de revêtement. On va la colorer, créer nos designs et nos motifs. Et ensuite, si on a envie, c'est pas obligatoire, mais si on a envie de refaire une couche de résine transparente, on peut, une fois que notre surface a bien durci de résine, refaire ce qu'on appelle un glaçage. Refaire une épaisseur de résine, par exemple, pour reprendre une surface, ou pour refaire une épaisseur supplémentaire, ou pour faire un effet 3D, pour faire ressortir tous les motifs. Donc, toutes les résines époxy sont compatibles entre elles. Si vous n'avez pas vraiment de traitement particulier, sauf s'il y a besoin de reprendre, hein, si la surface n'est pas très jolie, les résines, vous pouvez les poncer. Et on peut toujours réappliquer donc une résine de revêtement comme celle-ci, Art Pro. Vous avez aussi celle-ci, la One to One, par exemple, qui sont idéales pour le glaçage. Voilà, donc ça, c'est des résines qu'on va venir travailler en fine couche. Comme je vous dis, elles sont un peu plus épaisses que les résines de coulée. Voilà en gros pour les caractéristiques techniques, je vais vous en parler là juste après, mais en gros les deux gammes, si vous voulez, types de résine que vous pouvez utiliser selon donc le projet, selon ce que vous voulez réaliser. Donc les caractéristiques, non, donc la résine époxy, bon, donc voilà, elle se présente comme ça, donc c'est bicomposant, toujours, hein. Vous avez le A ici qui est la résine et le B qui est le durcisseur. Donc la résine est toujours vendue A plus B puisque vous avez besoin du durcisseur pour faire durcir la résine. Donc la résine, elles ont toutes donc, ce qu'on appelle un ratio d'emploi, donc c'est-à-dire un dosage bien précis qu'il va falloir faire pour que la résine puisse durcir. C'est-à-dire qu'il faut bien calculer la quantité de résine et le durcisseur qu'on va venir mélanger pour que les molécules se rencontrent et que la résine puisse durcir. Donc, généralement, les résines époxy, elles peuvent avoir un ratio d'emploi. Par exemple, celle-ci, de résine transparente, c'est 100 pour 60. Vous voyez, par exemple, celle-ci, autre, Art Pro, celle-ci, c'est 100 pour 66. Donc, un autre ratio d'emploi. Donc, ces résines-là, quand elles ont un ratio donc, en poids, il va falloir venir utiliser des balances de précision pour faire votre pesée hein, et mélanger. Ça, je vous en parlerai après, comment faire un bon mélange de la résine époxy.
Donc, bien respecter les ratios d'emploi et le mélange. Et vous avez des résines comme celle qui est indiquée là sur le PDF, là, la petite résine e-cristal, ou celle-ci, c'est en rapport 2A 1B. Donc là, ça va être des résines qu'on va pouvoir utiliser en dosage. Hein. Vous pouvez utiliser donc, des gobelets doseurs, par exemple, vous voyez, en millilitres. Ou on va venir faire, par exemple, pour e-cristal, 2 doses de A pour 1 dose de B. C'est marqué sur les flacons et sur les fiches techniques des produits. Quand vous allez sur le site et vous sélectionnez une résine, dans les descriptions de chaque produit, c'est indiqué le secteur d'application, ce que vous pouvez faire avec, les ratios d'emploi, les temps de durcissement, bref, les caractéristiques techniques des résines. Vous voyez par exemple celle-ci One to One, qui est une résine de glaçage, elle est en rapport 1 pour 1. Donc une dose de A pour une dose de B. Il y a des résines qui sont plus faciles à utiliser que d'autres. Mais on a des calculateurs, si jamais vous ne savez pas faire les calculs de ratio, hein, de proportion, on a des calculateurs, on a un calculateur gratuit et un calculateur aussi sur le site qui vous calcule tout ça. Et donc je vous en parlerai aussi tout à l'heure, voilà, qu'on a ce fameux calculateur quand on parlera des mélanges. Donc, les caractéristiques techniques. Là, on va parler d'abord à l'état liquide. Donc, quand la résine est à l'état liquide, ce qu'elle va amener, donc c'est, ce que les gens recherchent dans les époxys, c'est tout ce qui est travaux par transparence. On aime bien la transparence de la résine pour pouvoir y faire des inclusions. Là, j'ai pas de transparent. Vous voyez, par exemple, quand on va avoir de la transparence, on va pouvoir, si on là, c'est une coulée de résine transparente, et après, en dessous, on a fait une coulée de noir. Et on a mis par exemple, des capsules de bière. Donc, vous voyez, la transparence, ça va permettre de, un peu comme du verre, de bien voir tous les éléments qu'on va incorporer dans la résine. Et aussi, on aime bien la travailler en transparence, voilà, pour pouvoir justement profiter de cette transparence comme le verre. Donc, elles ont une dureté, vous voyez, une fois que c'est totalement durci, la résine époxy, elle est vraiment très très dure. Elle a une dureté short située autour de 80. Donc, elle a aussi une excellente résistance mécanique du fait de sa dureté, une bonne résistance aux rayons UV, car toutes les résines de résine pro contiennent de l'anti-UV. L'anti-UV, c'est pour retarder le jaunissement prématuré des époxys quand elles sont fortement exposées au rayonnement UV. L'UV, le rayon du soleil en extérieur, sur tous les plastiques, sur tous les matériaux, même sur la peau, il faut se protéger, sinon au bout d'un moment, les UV attaquent tout ce qui va être les polymères et les plastiques. Donc elles ont des anti-UV. Par contre, si elles sont teintées dans la masse, vous voyez par exemple colorées, là, il n'y a aucun risque de jaunissement. C'est uniquement pour tout ce qui va être transparence. Après, il y a toujours la possibilité d'appliquer des vernis supplémentaires protecteurs pour augmenter sa résistance aux UV et donc au risque de jaunissement. Généralement, le risque de jaunissement, il s'opère sur des grandes coulées assez importantes, si vous voulez, de 4-5 cm de résine transparente. Les UV vont venir passer donc au travers de la résine et risquer de la jaunir dans le temps. Mais il y a aussi des astuces, on peut rajouter par exemple une goutte de colorant bleu pour atténuer le jaunissement. On met quelques gouttes, ça ne se voit pas dans la transparence de la résine. Et ça permet comme ça aussi de prolonger donc la transparence de la résine. Les résines, elles sont auto-nivelantes. On va parler donc des résines à l'état liquide. Auto-nivelante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va appliquer la résine, comme de base elle est liquide, elle va prendre le niveau. Donc le niveau, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va prendre par exemple un niveau adulte, ça va vous permettre de savoir votre niveau, pour savoir si votre table elle est bien plane, si elle est bien droite. C'est très important. Parce que quand on va venir couler la résine, que ce soit par exemple dans un moule, peu importe, ou là par exemple, vous voyez, si on fait un tableau, si jamais on n'est pas de niveau, ce qui va se passer si on penche comme ça, c'est que la résine, vous êtes d'accord, elle est liquide, avant qu'elle durcisse, elle va mettre 24 heures à durcir, elle a le temps de s'écouler. Donc il faut toujours travailler de niveau et sur des surfaces bien planes. Donc les niveaux, c'est très important, surtout quand on fait du glaçage, ou même quand on va venir couler dans un moule. Là, j'ai pas d'exemple à prendre celui-là. Par exemple, vous voyez, si le moule n'est pas droit et que sur votre table vous êtes de travers, vous allez avoir la résine, elle va prendre le niveau et durcir et prendre le niveau. Donc, quand on travaille dans des coffrages pour faire des tables ou peu importe de n'importe quel type de moule, il faut vraiment être de niveau. Puisque la résine, quand on l'applique sur une surface, quand on veut faire par exemple un plan de travail de cuisine ou des choses comme ça, ou même un sol, il faut être de niveau. Puisque la résine, elle va prendre et suivre le niveau. Donc, à l'état liquide, elles ont des fluidités différentes, ce que je vous ai dit un petit peu au début. Il y en a qui sont très fluides, comme les résines découlées, et puis d'autres qui sont un peu plus épaisses pour le revêtement, ce qu'on appelle, pour recouvrir des surfaces. Donc, elles sont auto-nivelantes. Elles vont pouvoir donc être coulées dans des coffrages que vous pouvez fabriquer ou dans des moules. Elles vont venir parfaitement répliquer les formes. Par exemple, vous voyez, dans un moule coquillage, elle va venir parfaitement répliquer
la forme et tous les détails des moules ou d'un coquillage. Si c'est pour un petit personnage, est-ce que je vais avoir un petit personnage? Enfin voilà, ça peut, par exemple, je sais pas, vous voyez, une petite tortue, enfin peu importe, elle va vraiment répliquer tous les modèles. Elle est aussi idéale pour tout ce qui va être réparation. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message tout à l'heure pour tout ce qui est réparation. Donc oui, on peut utiliser les résines époxy pour faire des réparations. On les utilise aussi, c'est des colles très très fortes. Hein. On peut les utiliser en association avec des fibres de verre ou de la fibre de carbone pour pouvoir effectuer toutes sortes de réparations. Il y en a qui les utilisent aussi par exemple pour injecter sous des carrelages pour par exemple combler des fissures aussi. Et on peut faire aussi du mastic avec, hein, en renforçant avec des charges comme du verre ou des microsphères de verre, faire des mastiques pour pouvoir l'appliquer à la verticale et aussi pour combler beaucoup de choses, par exemple à la maison, que ce soit un mur, refaire de la colle à carrelage, enfin bref, peu importe. Les résines époxy, vous pouvez aussi les utiliser pour faire beaucoup de réparations dans la maison. Donc de base, elles sont transparentes hein, et on va pouvoir les colorer à souhait. Je vais vous en parler après tout à l'heure avec toutes les gammes de colorants et de pigments que vous pourrez utiliser. Donc ça, c'est à l'état liquide. Après, donc à l'état solide, ce qu'on appelle après réticulation, catalysation, une fois que la résine voilà, a bien durci, elles vont rendre les surfaces totalement hermétiques. Hermétique, ça veut dire que si jamais on fait couler de l'eau dessus, l'eau ne va pas pénétrer à l'intérieur du support. Donc, hermétique, brillance et transparence. Donc ça, on va en parler pour bien voilà, obtenir de la brillance. Donc aussi, aucune toxicité. Toutes les résines époxy de chez Résine Pro sont soumises aux normes riches européennes. Donc du coup, une fois qu'elles sont totalement durcies, elles peuvent être en contact avec la peau, même avec des aliments. Elles ne dégagent aucun COV. COV, ça veut dire composé organique volatile. C'est-à-dire que c'est un plastique qui va ne dégager aucune, pas odeur, mais si vous voulez, des solvants ou des choses comme ça, qui peuvent être nocifs pour la santé. Ce qui n'est pas le cas de nombreux plastiques qu'on peut avoir dans la maison qui n'ont pas cette norme riche et avec aucun composé COV. Donc c'est pour ça que des fois, vous voyez, sur les résines époxy, ça peut être indiqué COV free, ça veut dire sans composé organique volatile. Ça, c'est très important. Donc de bien travailler aussi avec des résines qui sont, voilà, qui sont soumises aux normes européennes pour éviter d'avoir des produits qui peuvent être, une fois durcis, un peu toxiques. Donc elles sont très résistantes à tout ce qui va être abrasion, même si on peut les poncer et les lustrer. Résistantes aux UV puisqu'elles contiennent des anti-UV. Et les résines époxy donc, sont des plastiques. Pour vous expliquer, quand la résine quand vous commencez le mélange, que vous ajoutez le durcisseur à la résine, en fait, il va y avoir une réaction chimique entre les deux composants, donc entre le A et le B, qui va faire, cette réaction chimique va générer une montée en température, donc ce qu'on appelle une exothermie, qui va permettre au produit, si vous voulez, de thermodurcir, c'est-à-dire de passer de l'état liquide à l'état solide. Donc les résines époxy, une fois qu'elles sont durcies, ça devient un plastique très très dur et elle va résister jusqu'à environ 50 degrés. Donc, comme tout plastique, selon son épaisseur, par exemple, si vous voulez faire un truc plat, pour donner un exemple, si vous voyez là, j'ai une petite coulée avec même pas 1 ou 2 mm. Si je mets beaucoup de chaud dessus, là, la résine, elle ne va pas fondre si vous voulez, mais elle peut se ramollir. Une fois qu'on la reposera au froid, elle reprendra sa forme initiale. Par contre, si vous avez 1, 2 ou 3 cm d'épaisseur, là, vous pourrez poser des casseroles, tout ce que vous voulez dessus, elle ne va pas se déformer. C'est comme pour tout plastique, plus un plastique est fin, plus il va être malléable. Donc attention, les résines époxy, c'est pour faire des créations en résine décorative. Hein, c'est pas fait après pour faire de la vaisselle ou passer au lave-vaisselle. Après, vous pouvez, mais uniquement voilà, si vous faites des petits objets, vous voulez mettre des choses en présentation. Après, c'est un lavage à froid ou qui ne dépasse pas donc les 40 degrés. La résine, comme je disais, donc c'est des colles ultra fortes. Hein. Elles vont avoir des règles de nombreux supports comme les métaux, la pierre, le béton, le verre, la céramique et le bois. Voilà, vous allez pouvoir, c'est pour ça qu'on peut faire énormément de réparations et l'appliquer sur de nombreux supports. Là, vous n'avez pas trop de questions en chat. J'espère que je ne vais pas trop vite, parce que j'ai tendance à parler vite. Mais j'ai beaucoup de choses. J'essaye de vous dire le maximum de vous donner le maximum de conseils et de renseignements voilà, pendant cette heure de cours. Donc, la résine à l'état liquide,
C'est quand même des produits chimiques. Vous pouvez voir ici là, sur les pictogrammes de sécurité des produits que la résine, elle est corrosive. Vous voyez ici. Donc, si vous regardez un petit peu vos petits produits ménagers à la maison ou les petits produits parfois que vous utilisez pour le bricolage, vous allez voir qu'il y a des produits qui sont beaucoup plus nocifs et corrosifs. Mais bon, comme elle est corrosive, il va falloir se protéger tout ce qui va être contact avec la peau. Donc, pour cela, on recommande donc d'utiliser des gants. Donc, vous pouvez utiliser toutes sortes de gants, mais le mieux, c'est d'utiliser en nitrile. Éviter le latex pour les allergies. Et vous pouvez, par sécurité, aussi doubler vos gants. Parce que quand on utilise la résine, c'est une colle liquide, on a tendance à s'en mettre un petit peu partout. Vous voyez, même avec les pâtes colorantes et tout ça, même si on essaie de travailler proprement, bon, parfois, à force d'utilisation, on peut facilement se salir. On peut réparer un éclat sur un plan de travail avec la résine. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Même un éclat, vous pouvez. Donc oui, porter des gants, ça c'est très important. Voilà, parce que le produit est corrosif. Pour tout ce qui va être voie respiratoire, donc on recommande des masques, pardon. Donc vous avez des masques, des demi-masques, hein, donc type A2P2, A2P3. Et la filtration, il faut que ce soit une filtration ABEC pour tout ce qui va être peinture, résine, surtout solvant, voilà. ABEC 1. Généralement, vous avez les 3 couleurs. Et puis aussi, vous avez le masque aussi qui est Max de chez Resin Pro, qui est très très bien. Après, il existe aussi des masques complets faciaux qui prennent tout le visage. Voilà, et porter aussi des vêtements longs et des vêtements dédiés hein, pour éviter d'être en contact avec la résine. La résine, si elle pénètre les fibres, comme voilà, n'importe quel type de vêtement, après c'est très difficile de la retirer. C'est une colle très très forte qui va fortement pénétrer les fibres. C'est pour ça qu'on les utilise pour les réparations avec des fibres de carbone ou de la fibre de verre. Les yeux aussi, parfois on a tendance, donc pour les éclaboussures, vous protégez les yeux, on peut avoir des éclaboussures ou venir se gratter, se toucher les yeux. Donc c'est vraiment important pour ne pas endommager aussi vos lunettes, hein, si jamais vous avez des lunettes de vue. De porter des masques, ça c'est important. Et aussi de travailler dans un espace ventilé. Ça, je vais venir aussi aux conditions idéales d'utilisation juste après. Aussi protéger vos sols et vos surfaces. Hein. La résine, c'est une colle très très forte, vous voyez qui adhère fortement à tous les supports, surtout le bois. Donc protégez bien avec des bâches sur vos espaces de travail et aussi au sol, parce que si vous tenez à vos sols, on va avoir tendance parfois à faire tomber des petites gouttes de résine ou on peut renverser de la résine en préparation et du coup après c'est très compliqué de nettoyer ou de reprendre des sols auxquels on tient. Les masques, si le filtre n'est pas ABEC, ça marche aussi. Alors il vaut mieux avoir une filtration ABEC. Les masques type FFP2 comme ça, c'est pour tout ce qui va être finition. La résine, vous pouvez la percer, vous pouvez la poncer, vous pouvez la lustrer, vous pouvez la découper, vous pouvez l'usiner, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais comme c'est un plastique, ça va émettre énormément de micro-poussières. Donc, il faut vous protéger avec des masques type, cette fois-ci, anti-poussière type FFP1, FFP2. Quel type de bâche? N'importe quelle bâche plastique, comme pour les peintures, ou voilà, du moment que la résine ne tombe pas sur votre sol. Température minimum de la pièce, et je vais venir, je vous le dis là juste après. Les conditions, j'ai envie tout ça. Les conditions idéales d'utilisation. Donc, on recommande de travailler dans un espace dédié que vous pouvez ventiler. Alors, ventiler, c'est mieux parce que, comme pour la maison, vous savez, quand on fait le ménage et tout ça, justement, comme il y a des produits un petit peu corrosifs ou qui ne sont pas très très bons, et puis de toute façon, il faut renouveler l'air, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on va venir travailler avec les résines époxy, on travaille, on se protège, on a un espace bien dédié. Après, ça peut être un garage ou des choses comme ça, mais faire attention aux températures. Et une fois qu'on a fini, on quitte la pièce et ensuite, le lendemain, quand on rouvre la pièce, à ce moment-là, on va venir ventiler pour renouveler l'air. Voilà. L'espace ventilé, ça permet aussi en cas de grosse chaleur, quand on va venir travailler l'été. Donc, les températures idéales, c'est entre 18 et 20 degrés. Comme je disais tout à l'heure, la résine, pour thermodurcir, elle va monter en température pour pouvoir durcir, justement, pour thermodurcir. Donc, les températures des pièces influent sur le durcissement de la résine. Par exemple, on ne recommande pas de travailler en dessous de 15 degrés. 15 degrés, la résine, elle a besoin de monter en température. Si vous avez du froid et de l'humidité sur votre création, ça va empêcher la résine de prendre. Elle ne va pas pouvoir monter en température, chauffer et durcir correctement. Donc ça peut rallonger les temps de prise. Des fois, ça peut mettre plusieurs jours à durcir, puisqu'elle n'arrive pas à monter en température, ou ça peut carrément compromettre votre projet.
À l'inverse, quand on va venir travailler dans des températures au-dessus de 22, 23, 24, des fois on peut avoir des températures l'été estivales jusqu'à des canicules à plus de 27, 28 degrés, parfois 30 degrés dans l'atelier. Là, soit si vous êtes autour de 30 degrés, évitez, ou sinon il faut réduire les épaisseurs de coulée. Par exemple, cette résine transparente là, on va pouvoir l'utiliser jusqu'à 2 cm d'épaisseur dans de petites quantités. Donc, par exemple, si on travaille à 16 ou 17 degrés, on peut monter à 2 cm. Par contre, si on travaille au-dessus de 22, 23 degrés, il faut faire attention, il vaut mieux réduire l'épaisseur de coulée. Par exemple, ne couler que 1 cm d'épaisseur pour éviter d'avoir de la surchauffe. Si vous coulez 2 cm à 27 degrés, vous risquez de la surchauffe. Alors la surchauffe, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, la réaction chimique s'emballe et du coup, la résine, elle va durcir à certains endroits, pas à certains endroits, elle va rester collante. Dans les grosses coulées, comme dans les tables ou des choses comme ça, la résine, elle peut éclater et fissurer. Et elle peut émettre, là, dans ce cas-là, des vapeurs toxiques. C'est un peu, si vous voulez, comme si vous mettez quelque chose, du pain au four, par exemple, et que vous le faites brûler, bah voilà, tout ce qui va être carbonisé va dégager une odeur qu'il ne faut pas respirer, il faut bien ventiler la maison. Les exothermies, c'est la même chose. Si vous respectez bien les épaisseurs de coulée, et bien dans ce cas-là, vous n'aurez pas d'exothermie et la résine montera en température correctement et pourra thermodurcir. Peut-on appliquer la repro de luxe à la verticale sur un mur, par exemple? Oui, c'est possible, mais c'est une technique bien particulière. Si on peut aérer un bon purificateur d'air, fera l'affaire. Oui, alors il y a des personnes qui peuvent avoir des purificateurs, des extracteurs d'air, hein, donc ça un peu, vous savez, comme pour les machines aussi laser ou choses comme ça. Donc ça c'est l'idéal, mais c'est un investissement vraiment, voilà. Si vous démarrez les projets en époxy, commencez par des petits projets, protégez-vous bien, ne mettez pas en accès aux enfants, aux animaux ou des choses comme ça. Et après, voilà, vous commencez par des petites choses. Si vous ne restez pas toute la journée enfermé, comme certains font, sans se protéger de 8h du matin à 18h le soir dans de la résine, voilà, vous pouvez faire des objets sans aucun souci. Vous allez aussi avoir une chose très importante, c'est le taux d'humidité. Les résines, c'est des colles et elles n'aiment pas tout ce qui est milieu humide. J'ai le froid, l'humidité. L'humidité, c'est l'ennemi des époxys. Alors, si vous travaillez dans un milieu humide, ce qui va se passer, ce qu'il peut y avoir, c'est que la résine, elle va vous faire en réaction de surface, par exemple, vous voyez, surtout quand on va venir travailler donc en fine couche, comme ça, vous voyez, enfin, en fine couche, ce qui va se passer, c'est que l'humidité risque de vous faire des traces de latence, qu'on appelle de carbonatation, c'est-à-dire que la résine, elle va blanchir. Comme c'est une colle, dès qu'elle est en contact avec quelque chose d'humide, elle blanchit. Elle peut faire aussi des traces de fripe, parce qu'en fait, bon, les traces de fripe, généralement, ça peut être dû que la résine, elle essaye d'un petit peu de durcir en surface, et vous allez venir pousser la résine avec des chalumeaux ou des choses comme ça pour débuler, et du coup, si vous voulez, elle fait sa première peau, si vous voulez, une petite fine couche, avant de durcir à cœur. Et quand on jette de l'air dessus, bah, du coup, elle n'aime pas et elle se fripe. Généralement, toutes les traces que vous avez de latence, c'est dû à l'humidité. Donc, comment vérifier le taux d'humidité dans sa pièce? Eh bien, il faut utiliser soit ce qu'on appelle un hygromètre ou un simple baromètre digital. Il existe des baromètres où vous avez la température de la pièce et le taux d'humidité. Donc, voilà, essayez de travailler en dessous de 50% d'humidité. Après, il existe aussi donc, des déshumidificateurs d'air. Vous savez, il existe des humidificateurs avec des cartouches ou sinon des gros appareils pour pouvoir déshumidifier l'air. Ça permet d'obtenir, si vous travaillez à 20 degrés avec un taux d'humidité inférieur à 50%, vous aurez une belle surface brillante. Les enfants, est-ce qu'on peut couler dans le salon et ventiler après la coulée le soir? Il vaut mieux pas. Il vaut mieux avoir un espace dédié. Il vaut mieux pas mettre les enfants en contact de produits. C'est comme pour la lessive, les produits chimiques, tout ça, même dans les salles de bain. On met tous les produits ménagers toujours hors de portée des enfants. Voilà, tout à fait. Même les animaux, quoi. Il faut penser à vos animaux. Quand vous travaillez avec des produits chimiques, des fois, enfin, je veux dire, même pour les dissolvants, des choses comme ça, parfois, vous ne portez pas forcément de gants, mais voilà, ça a une odeur. Il y a des solvants, vous respirez ça. Normalement, même pour ceux qui font les ongleries et tout ça, ils devraient être fortement protégés en raison des risques qu'ils encourent. Donc, voilà. Donc, protection des tables et des sols. Avez-vous des formations hors visio? Non, toutes nos formations sont en visio, sauf qu'on a une journée de formation de sol à Langon, là, le 1er février. Alors la résine, en fait, c'est quand il y a beaucoup d'exothermie. Si on fait des petites créations, je vous dis un petit moule à bijoux, ou alors on fait, je sais pas, un petit tableau et tout ça, et qu'on quitte la pièce, il n'y a pas de forte nocivité.
Après, c'est quand, comme je dis, des personnes vont faire par exemple différentes coulées, des grandes coulées, par exemple, je sais pas, il va coffrer, il va vouloir faire plusieurs fois. Il va faire par exemple des tables, des petits coffrages, ou plein de créations en résine. Et en fait, vous allez avoir par exemple là une résine qui commence à fermer, durcir dans un coin. Après, on va avoir un autre coffrage, par exemple, avec du bois et de la résine dans un autre. Et puis après, on va avoir, c'est quand on multiplie les différentes coulées où on s'expose fortement. Après, c'est comme tout, plus vous allez vous exposer à des produits, voilà, plus il y a des risques. Mais après, si vous faites vraiment très attention, il n'y a pas de risque. Il y a à peu près 1% de la population mondiale qui est allergique aux époxys, qui peuvent faire une allergie. Généralement, c'est des allergies cutanées, hein, des sortes d'eczéma. Mais justement, si vous protégez bien dès le départ, c'est pour ça qu'on vous en parle, généralement, ce risque allergène, il est fortement diminué, c'est comme tout. Alors, donc la résine, vous allez pouvoir utiliser donc, toutes sortes de moules. Donc, généralement, il faut faire attention au niveau des moules, de bien choisir des moules avec l'intérieur qui est bien brillant. Si l'intérieur des moules est bien brillant, eh bien, vous pourrez facilement, donc la résine va répliquer la brillance, hein, et vous obtenez donc des créations bien brillantes. Si vous utilisez par exemple des moules mat, par exemple, là c'est une petite tortue, bon, avec des restes de résine, hein, vous voyez, elle n'est pas du tout brillante, c'est parce qu'en fait le moule était mat. Donc on peut utiliser des moules mat ou semi-brillants. Et pour retrouver la brillance de la résine, sur ça, vous pouvez appliquer par exemple soit un vernis au pinceau ou un vernis en spray pour retrouver la brillance. La résine, elle va se remettre à briller et reprendre sa brillance. Donc il existe des vernis satinés, brillants ou mat. Aussi, il y a des gens qui n'aiment pas la brillance et qui préfèrent avoir un aspect mat. Donc il y a beaucoup de formes, vous savez, dans les moules du commerce, hein, pour réaliser toutes sortes d'objets. Translucide ou opaque, peu importe. Donc le principal, c'est qu'il soit bien brillant à l'intérieur si vous voulez qu'elle réplique parfaitement la brillance du moule. Au bout d'un moment, quand on va venir utiliser les moules, ils perdent de leur brillance, donc soit on utilise des vernis ou alors on change les moules pour avoir des moules de qualité. Vous pouvez aussi faire des moules de récup pour créer dans des coffrages avec des plastiques ou des choses comme ça. Donc là, il vaut mieux, si vous utilisez un petit coffrage en plastique que vous récupérez, mettre quand même un agent de démoulage, une cire sur le plastique. Généralement, les résines, elles n'adhèrent pas à tout ce qui est produit, ce qu'on appelle en PEHD, donc tout ce qui est plastique alimentaire. Mais voilà, en cas de doute, il vaut mieux quand même appliquer sur les parois, comme sur les coffrages en bois par exemple, une bonne cire, un agent de démoulage afin que la résine n'adhère pas. Vous pouvez aussi également créer vos propres moules avec les gammes de silicone. Si vous voulez faire vos propres designs, vos propres créations, vous démarquer un petit peu des autres, ou je sais pas, vous avez un objet à la maison qui vous plaît, que vous avez envie de répliquer, vous pouvez utiliser les silicones de moulage. Donc, pour les silicones liquides, vous allez avoir les gammes Liquid Mold. Donc, c'est des silicones liquides qu'on vient de couler dans un coffrage pour répliquer une pièce. Donc, vous les avez en 5, 15 et 20 shorts. Donc, le short, c'est la dureté des élastomères. Vous voyez, la dureté, ça va être la souplesse. Vous voyez, par rapport à un short de 80, on ne va pas pouvoir tordre. Ici, la dureté, c'est entre 5, 15 ou 20. Donc, si vous faites des choses pas trop détaillées, vous pouvez utiliser du 15 ou 20 shorts. Après, si vous avez des objets très détaillés, par exemple, je sais pas, une statuette avec des drapés, des mains, des choses comme ça, enfin plein de petits détails, il vaut mieux utiliser un silicone souple. En fait, aussi, c'est pour la facilité d'extraction. Là, vous voyez, c'est un pur mold. Bon, moi, je réplique mes petits chiffres d'horloge pour pouvoir faire mes propres couleurs de chiffres. D'ailleurs, ce moule, il est à nettoyer. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin de souplesse ou de quoi que ce soit. Il n'y a pas beaucoup de détails. Et c'est très facile à extraire. Mais si on va avoir, par exemple, une statuette avec plein de drapés, là, ça va être difficile. Il va falloir tirer l'élastomère, le silicone, si vous voulez, pour pouvoir extraire. Et du coup, il vaut mieux avoir un silicone souple. Voilà, pour les duretés short. Après, donc, le silicone Liquid Mold, il est blanc. Là, c'est pour de la réplique de cristaux. Là, vous voyez, c'est des petits bonbons, des petits nounours, là, enfin, des petites boucles d'oreilles. Et ça, c'est le pur mold. Donc, le pur mold, il est translucide. Donc, le pur mold, lui, il est facile d'utilisation. Pareil, vous voyez, il est en rapport 1-1, autant de A que de B. On fait en volume, une même dose de A et de B qu'on vient bien mélanger. C'est comme pour les résines époxy. Tout ce qui est bicomposant, il faut bien respecter les ratios d'emploi et bien mélanger. Ensuite, on coule dans le petit coffrage qu'on a préparé.
Et ensuite, voilà, on attend que ça durcisse et notre moule est prêt. Donc les moules personnalisés, ils sont souvent bien plus résistants que les moules du commerce qui ont tendance à se déchirer, à s'abîmer rapidement. Et ils vont aussi répliquer la brillance. Si la pièce que vous moulez, par exemple, vous voyez là, si je souhaite mouler cette petite tortue pour la répliquer, et que je veux que la pièce, que le silicone réplique la brillance, il faudra que j'applique donc un vernis, quelque chose de brillant, ou que je lustre la résine pour avoir un modèle bien brillant. Si le modèle est bien brillant, le silicone va répliquer la brillance. Si le moule, si la création pardon, est mate, et ben le moule voilà, répliquera l'aspect mat de la création. Donc c'est important aussi de faire bien attention. Vous allez avoir aussi des silicones en pâte. Vous conseillez de nettoyer comment les moules en silicone de commerce pour retrouver brillance du moule de base. Alors en fait, alors oui, ce que j'allais dire, donc j'ai pas fini, mais bon, c'est pas grave. Pour tout ce qui va être nettoyage, là vous voyez, on a toujours des petits résidus de résine, de petites gouttes, tout comme ça. Donc les moules, ils sont en silicone, c'est comme les silicones pour la maison. Donc pour les laver, tout simplement, on les passe sous l'eau tiède à l'eau savonneuse. Pour pas enlever le revêtement brillant, eh bien on nettoie avec quelque chose de non abrasif. On peut tordre les moules pour enlever toutes les petites pièces de résine qui s'accrochent au moule. Et ensuite, il faut bien les rincer, hein, enlever tout ce qui est savon, tout ce qui est corps gras, bien les sécher. Et ensuite, il suffit de les conditionner dans des boîtes hermétiques ou des tiroirs pour éviter que les micro-poussières viennent se mettre dedans. Voilà, donc il faut faire attention, utiliser des chiffonnettes, quelque chose de doux, de non abrasif, pour ne pas donc rayer et endommager la brillance de l'intérieur des moules. Après, vous avez aussi donc, tout ce qui est pâte à gum. Alors, les pâtes à gum, c'est pratique pour beaucoup de choses. Quand on veut faire, par exemple, des répliques de cadres, d'encadrement, ou choses comme ça. Donc, c'est des pâtes. Elle est en version rapide. Celle-ci, elle prend 3 minutes, vous voyez, pour faire une petite réplique de breloque. Ou tout simplement, vous voyez, là, par exemple, j'ai fait une réplique d'une petite étoile en bois. Donc, on mélange la pâte. C'est comme une pâte à modeler. C'est exactement les mêmes pâtes que chez le dentiste quand ils vous font les petites prises d'empreintes. Et ensuite, on modèle la pâte. On vient le poser sur le modèle. Et ensuite, le silicone durcit. Et ça vous permet ensuite de répliquer tous vos objets. Vous pouvez aussi également lui donner des formes. Si vous souhaitez, par exemple, donner des formes de géode. Donc là, c'était à l'intérieur d'un cadre, donc on peut toujours récupérer pour faire des cadres. On peut donner toutes les formes qu'on veut avec aussi les silicones. Donc cela aussi, c'est très facile d'utilisation. Hein. C'est comme de la pâte à modeler, si vous voulez, c'est en rapport 1-1, donc autant de A que de B. Soit on pèse, sinon on prend des petites cuillères mesure, on mélange A plus B, et celui-là, il durcit en 3 minutes. Donc ça permet de faire des moules très très rapides. Si c'est mat et qu'on ponce, est-ce que ça devient brillant? Alors, pour que ça devienne brillant, il n'y a pas que le ponçage. Il faut poncer et ensuite lustrer. Donc, quand on veut retrouver la brillance de la résine, bon là, ça va être compliqué parce que vous voyez, il y a plein de petits détails. Donc, si je ponce, je vais éliminer les détails. Mais par exemple, sur une surface qui serait bien lisse comme ça, là, on peut poncer la résine. Et la résine, il faut la poncer jusqu'au grain 3000. C'est-à-dire, il faut passer différents grains. Quand on doit éliminer fortement de la résine, on utilise des gros grains. On peut commencer au 80, au 120, au 320, 1240, 320. Et après, il faut monter en grains successifs. Par exemple, au 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2500 et 3000. Après, il y en a qui montent jusqu'au 5000, mais le 3000 suffit. Quand on arrive au 3000, on a donc une belle surface lisse, mais qui est mate. Et pour retrouver la brillance, à ce moment-là, on utilise ce qu'on appelle une pâte à polir. Donc, vous avez l'époxy polish, hein, tous ces produits de finition sont à la rubrique finition sur le site de chez Résine Pro, hein, tous les produits pour les résines époxy. Et cette pâte à polir-là, on va bien l'utiliser avec une lustreuse hein, ou un pad. Ça dépend des surfaces. Si c'est à la main, on peut le faire avec une chiffonnette ou un touret. Et si c'est avec une plus grande surface, on peut utiliser une ponceuse voilà, ou une visseuse avec un pad pour pouvoir appliquer la pâte à polir et pour pouvoir la polir. Donc pour retrouver la brillance, c'est minimum jusqu'au 3000 en ponçage. Et après, on vient polir, comme pour les voitures. C'est pareil, point polish. La résine, c'est un plastique, hein, donc après, il faut utiliser les mêmes techniques que pour tout ce qui est plastique. Hein, si vous rénovez une caravane et tout ça, vous pouvez aussi également utiliser ce type de produit et de technique.
Également valable pour les tables 3000 pour le ponçage. Oui, pour les tables, uniquement pour la résine, autant pour le bois vous arrêtez avant. Mais oui, pour tout ce qui est technique de ponçage bois-résine, voilà, toute la résine, il faudra qu'elle soit poncée jusqu'au 3000 et ensuite lustrée avec la pâte à polir. Le ponçage régulier, on nettoie entre les grains, on passe les différents grains. Vous avez aussi le kit Perfect Touch pour tout ce qui est finition sur le site. C'est un kit avec tous les pâtes de finition, soit avec les versions avec les abranettes, je crois. Donc ponçage à sec avec le bois et ensuite les différentes phases de pâte pour le lustrage. Donc les résines époxy de base, elles sont transparentes et vous allez pouvoir donc les colorer à souhait avec toutes les gammes de colorants. Donc vous avez les gammes Color Fun, c'est des pâtes colorantes. Vous voyez, vous avez différentes couleurs. Donc ces pâtes colorantes, elles vous permettent soit d'avoir, vous voyez par exemple avec le noir, une création donc bien opaque, hein, un noir bien opaque, bien intense. Donc c'est selon l'ajout de colorant que vous allez ajouter à la résine. Si vous en ajoutez très très peu, eh bien vous aurez de la transparence. Et si vous en mettez un petit peu plus, eh bien vous obtenez donc de l'opacité. Les peintures vitrail, elles, qui sont ici. Regardez ça. Donc les colorants, sont miscibles entre eux. Par exemple, vous voyez un bleu et un blanc va permettre d'obtenir une couleur plus claire. Les peintures vitrail, vous obtenez uniquement des couleurs transparentes, translucides. Vous n'allez pas obtenir d'opacité avec les peintures vitrail. Les encres pignata, on peut obtenir toutes sortes de types de coloration. On peut mettre quelques encres dans un fond du moule et ensuite couler la résine. On peut faire les techniques de pétri, ce qu'on appelle, d'imitation de boîtes de pétri avec des petits effets explosion dans la résine. Les pigments, donc c'est tout ce qui va être les poudres comme cela. Donc ce sont des poudres de mica qui vont vous donner des effets métallisés. Par exemple, ici, le vert métallisé, donc ça fait comme pour les voitures, soit vous avez une couleur franche avec les pâtes colorantes, ou vous avez des effets irisés métallisés comme ça avec les poudres de mica. Donc les poudres de mica, vous pouvez aussi, elles sont miscibles avec les pâtes colorantes. Par exemple, quand on veut faire des dégradés, on peut utiliser un bleu, du blanc et puis différentes pigmentations pour créer votre propre couleur. C'est miscible aussi, vous pouvez donc mettre quelques gouttes de colorant et un peu de pigment pour créer des effets de coloration. Vous pouvez aussi utiliser tout ce qui va être les pigments donc phosphorescents. Là ici c'est du néon, donc pigments phosphorescents néon ou fluorescents pour des effets. Donc pour ces pigments photoluminescents, il faut uniquement travailler avec, par exemple, si vous voulez l'effet phosphorescent, il faut travailler uniquement avec les pigments phosphorescents. Si vous voulez un effet néon, travaillez uniquement avec les néons et fluorescents, vous avez compris, uniquement avec les fluorescents. Parce que ces pigments-là, ils ont besoin d'être en contact avec la lumière, certains pour les capter et la retransmettre. Et l'effet se fait uniquement donc avec ces pigments. Si vous allez les mélanger, par exemple, un bleu avec une pâte colorante, la pâte colorante va créer de l'opacité et du coup va empêcher le pigment de capter la lumière et de le retransmettre. Donc ces gammes de pigments-là, il faut toujours les travailler. Vous pouvez les mélanger entre eux, hein, mais restez dans ces gammes-là si vous voulez l'effet obtenu. Tout ce qui va être les petites poudres cuivre, or, argent, ça c'est très joli aussi qu'on utilise dans les résines art. C'est des petites poudres métalliques aussi qu'on ajoute à la résine pour créer, vous voyez, des effets comme ici par exemple sur cette horloge là. Ça c'est les pigments or ajoutés à la résine. Néon, phospho ou fluo, c'est trois sortes de pigments qui sont très différents. Si vous voulez un effet phosphorescent, donc c'est des pigments qui vont réagir aux lumières bleues. Donc phosphorescent, vous savez, c'est comme des étoiles pour les enfants qu'on colle au plafond, on allume la lumière, ça va capter la lumière et la retransmettre. Tout ce qui est néon et fluorescent, là, ça va être plutôt au contact des lumières bleues. Ces pigments-là vont fortement réagir. Donc généralement, c'est utilisé en sécurité ou vous savez, un peu dans les boîtes de nuit, on voit certaines pigmentations qui sont en néon ou en fluorescent. Les peintures vitrail, c'est la catégorie colorant et pigments. Vous avez dans la catégorie colorant et pigments, je crois que ça s'appelle cristal magique, et vous pouvez tous les retrouver. Après, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un mail de demande à info@resinepro.fr pour trouver des liens des produits et on vous les partagera
Enfin, je vous les partagerai dès demain. Donc, qu'est-ce que vous pouvez aussi incorporer dans la résine? Vous pouvez les colorer et aussi faire de l'inclusion. C'est souvent ce qui est très recherché. Donc, vous voyez ici, ça va être des petits éléments en plastique, hein, des petits poissons décoratifs. Vous pouvez mettre du bois, vous pouvez incorporer des végétaux. Tout ce qui doit être végétaux, impérativement, il faut que ce soit propre et sec. Les poudres aussi, tout ce qui va être petites matières métalliques, les petits flocons, les paillettes, tout ça, tout ce qui est propre et sec, vous pouvez l'incorporer dans la résine. Rien d'humide, hein. L'humidité est vraiment l'ennemi des époxys. Donc tout ce qui va être aussi métal, vous pouvez faire toutes sortes d'effets de coloration avec les pigments, les paillettes. Vous voyez, là c'est uniquement de la teinte, uniquement avec des paillettes, hein, sans coloration. Bon, à part là les effets de fleurs, mais sinon la résine est uniquement teintée avec des paillettes, donc ça permet aussi de teinter les résines. Enfin, il y a énormément de techniques. Vous pouvez mélanger les colorants, les pigments, voilà. Et par contre, quand vous allez travailler avec des matières poreuses, par exemple comme le bois, on recommande de saturer le bois, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle le bouche-port du bois. Donc, qu'est-ce que c'est que le bouche-port? C'est pour éviter d'avoir du dégazage d'air. Tout à l'heure, je ne sais pas si quelqu'un m'a demandé tout ce qui est table rivière. La résine, c'est un liquide, donc elle va venir pénétrer l'intérieur du bois qui est poreux. Et quand une fois que la résine va thermodurcir et monter en température, il va y avoir du dégazage d'air du bois. Donc, pour éviter cela, quand on fait de l'inclusion ou des coulées en table rivière ou peu importe tout ce qui est objet des lampes bois-résine, on imperméabilise le bois au préalable, ce qu'on appelle le bouche-port, avec de la résine époxy. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel type de résine. Vous pouvez utiliser Artpro ou la résine transparente. Le mieux, c'est d'utiliser quand même une résine plus de glaçage, hein. Après, elle peut être très fluide pour bien pénétrer partout. Et de glaçage comme elle est faite pour être utilisée en petite épaisseur. Voilà, elle sera plus à même d'être appliquée au pinceau. Après, si vous souhaitez aussi faire des travaux en extérieur chez vous, par exemple, vous avez aussi la résine Epoxy Wood, hein, qui est une très bonne résine, qui permet de protéger, par exemple, je ne sais pas, des rambardes de sécurité, si vous avez des portillons en bois, des rampes, des volets, par exemple, vous avez aussi la résine Epoxy Wood, qui va permettre comme ça de protéger fortement le bois contre les intempéries et dans le temps. Donc le bouche-port du bois, ça c'est impératif pour tous les travaux en résine époxy si on ne veut pas avoir du dégazage d'air dans la résine. Pour des grandes coulées en grande surface, comment se défaire des bulles? Déjà éviter d'en avoir au niveau du mélange. Et après, si vous utilisez des résines pour grandes coulées, généralement vous n'aurez pas de bulles d'air. Si vous avez bien fait le bouche-port du bois, pareil, vous n'en aurez pas. Et après, tout simplement, quand les bulles d'air remontent un petit peu en surface, une fois qu'on a coulé, on utilise un chalumeau ou un décapeur thermique pour éliminer les bulles d'air. Oui, c'est l'humidité. Pour Esmeralda, j'ai fait un test où la résine m'a fait des vagues et fait écailler lors du séchage. C'est l'humidité. Il faut vraiment réduire l'humidité. Là, en période, alors l'humidité, vous pouvez en avoir là en période hivernale, quand il fait très froid, quand il pleut. Voilà, il y a beaucoup de régions de France qui ont été fortement impactées. Et aussi l'été, hein, c'est pas parce qu'il fait 35 degrés que vous n'avez pas un taux d'humidité. C'est pour ça qu'un hygromètre ou un simple baromètre digital que vous pouvez poser dans la maison, ça vous permet d'avoir la température de votre pièce et le taux d'humidité. Ça va vous mettre par exemple 60% d'humidité, 70, voilà. Donc il y a des jours, si vous voulez faire du glaçage, utiliser la résine en petite surface, en petite coulée très fine, il vaut mieux avoir un temps sec plutôt qu'un temps humide. Après, quand on fait des grandes coulées, le fait qu'elle monte en température et tout ça, elle est moins impactée par l'humidité parce que la chauffe fait que elle va moins être impactée. Mais c'est vraiment si vous avez beaucoup de traces en surface, que votre résine n'est pas bien brillante, c'est que vous avez de l'humidité, obligatoirement. Combien de gouttes de colorant dans la résine pour un petit projet? Il vous suffit, vous pouvez mettre une petite goutte et aussi vous pouvez mettre sur un papier par exemple une petite goutte et avec un petit cure-dent, vous prenez une partie de goutte pour colorer. Il en faut vraiment très très peu. Avec ce type de colorant-là, il en faut vraiment très 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 peu. Ils sont vraiment très très concentrés. Pour les pigments, c'est pareil, un petit peu de poudre, vous voyez, si vous en mettez un petit peu, vous allez avoir de la transparence et puis plus vous en mettez, plus vous allez avoir de l'opacité. Par contre, il ne faut pas charger si vous faites 20 grammes de résine et mettre par exemple 20 gouttes. Si la résine elle est trop, si vous mettez trop de colorant ou de pigment, et ben ça peut soit retarder le durcissement de la résine ou carrément l'empêcher de prendre. Parce qu'en fait, le colorant, il va empêcher la réaction des macromolécules, si vous voulez, de faire leur effet de durcissement.
Temps de séchage de la résine, généralement, c'est 24 heures. Pour les grandes coulées, c'est 48 heures. Vous avez toujours dans les descriptifs des produits les temps de prise, les temps de catalyse des produits. Les époxys, c'est 24 heures, les multi-usages, et les grandes coulées, c'est 48 heures. Donc, rappel pour la résine, on va voir comment bien préparer la résine, les étapes importantes, et puis des petits conseils quand vous démarrez pour être sûr d'avoir un bon mélange des deux composants. Parce que généralement, on peut se tromper dans le ratio d'emploi et aussi le mélange est primordial pour bien réussir vos projets. Donc, quand on va venir travailler avec les résines époxy, soit vous les pesez donc, sur une balance de précision ou en volume, hein, en dose. Donc là, on va prendre le cas d'une balance de précision. Et je vais vous montrer vite fait une démonstration rapide. Je ne vais pas coller, mais pour vous expliquer. Donc, on va prendre par exemple la résine transparente. Donc la résine A, là c'est le B. Donc le A et le B, le durcisseur. Donc quand on travaille, on prépare déjà tous ces petits colorants, tous ces pigments, tous ces moules. Voilà, tout est préparé, tout est prêt pour être sûr d'avoir tout sous la main. Et on va commencer donc par le A. Donc ici, cette résine en ratio d'emploi, c'est de 100 A, 100 g de A pour 60 g de B. Donc c'est comme en cuisine. On va commencer. On va mettre donc le contenant et on va bien vérifier que notre balance de précision est bien en grammes. Et ensuite, on va mettre la tare à 0. La tare à 0, c'est pour enlever le poids du contenant. Il faut uniquement peser ce qu'il y a à l'intérieur, la résine. Donc, on va ouvrir le flacon de A. Hop, on ouvre et on va venir remplir 100 grammes. D'accord, 100 grammes de A. Une fois qu'on a pesé notre A, on referme bien et on le met de côté. C'est des choses basiques, mais après, des fois, on ne sait plus si on a mis le A ou le B. Donc, le A, c'est bon, on l'a fait, on le met de côté. Ensuite, on va prendre un autre contenant, on va remettre la tare à 0 et on va peser le B. Moi, je vous conseille au début, quand vous débutez, et même après, d'avoir quand même deux contenants. Un pour le A, un pour le B. Parce que quand vous préparez les A, des fois, vous allez par exemple peser, vous allez en mettre un petit peu plus, par exemple, et le durcisseur, pareil, vous devez mettre 60, je ne sais pas, vous allez peut-être mettre, oh mince, j'ai mis 78. Donc, du coup, vous allez utiliser plus de durcisseur, ce qui ne sert à rien. C'est pas ça qui va faire durcir la résine. Et à la fin, vous vous retrouvez avec moins de durcisseur. Vous êtes d'accord pour les autres projets. Parce que là, quand c'est vendu A plus B, vous avez par exemple 1000 g de A pour 600 g de B. Même si les flacons sont à la même hauteur, là, vous avez 1 kg. Et là, vous avez que 600 g. Ça correspond au ratio d'emploi. 100 pour 60. Donc, si à chaque fois vous mettez trop de durcisseur ou trop de résine, au bout d'un moment, les calculs ne seront pas bons. Donc, faites bien attention. Et en plus, voilà, si par exemple là, vous avez trop de B dans le deuxième contenant, si je mets main, je me suis trompée, j'ai mis 80, j'ai été trop vite. Vous êtes toujours à temps de remettre votre durcisseur dans le flacon du durcisseur pour ne pas avoir de perte. Voilà, donc on referme bien le B, hop, on a pesé le A, on a pesé le B, on met de côté. Quand on ajoute le durcisseur à la résine, ça vous fait un petit effet trouble. Le mieux, c'est de travailler quand même dans des contenants un peu transparents. Ça vous permet de voir si vous avez beaucoup de bulles d'air dans votre mélange et aussi de voir une fois que l'effet trouble aura totalement disparu. Peut-il y avoir un récapitulatif par mail? Oui. Vous pouvez demander le PDF si vous voulez, mais je vous le dirai à info@resinepro.fr. Comment savoir quelle quantité? Ça, je vais vous le dire, parce qu'on a un calculateur de besoins qui vous calcule et les besoins et les ratios. Les ratios, c'est-à-dire, par exemple, vous allez utiliser un calculateur de besoins. Combien j'ai besoin pour un moule? Il va vous dire, vous avez besoin, je ne sais pas, là, de 120 grammes. Il va vous dire, voilà, il vous faudra donc tant de A et tant de B selon la résine que vous utilisez. On a un calculateur qui est fait pour ça. Donc, je reprends mon mélange. Résine A, durcisseur B. J'ajoute le durcisseur dans la résine. Et là, ça va faire un petit effet trouble. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, cet effet trouble, il va falloir l'éliminer, c'est-à-dire bien mélanger la résine et le durcisseur jusqu'à que ce petit effet, ça fait comme un petit filament un peu trouble, voilà, qui va disparaître. Et il faut mélanger la résine pendant 3 minutes. 3 minutes, c'est long. Généralement, on ne va pas jusqu'aux 3 minutes. Il faut faire 3 minutes de mélange et on prend le temps. Ça ne sert à rien de mélanger la résine super vite et de dire, allez hop, le cool, c'est bon. Non, on prend 3 minutes, on prend bien le temps. Et on vient mélanger la résine en raclant bien les bords et en allant racler le fond du contenant. Et en faisant remonter un petit peu la résine dans les bords. Plus vous allez mélanger délicatement, moins vous allez incorporer de bulles d'air.
on ne fait pas une émulsion, on mélange délicatement au mieux. Et on va chercher la résine sur les bords et le fond. Si vous mélangez que le haut, quand vous êtes comme ça, vous mélangez que le haut, vous n'allez pas chercher les bords et le fond, et bien la résine que vous allez couler par exemple au fond ne va jamais rencontrer le durcisseur. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez couler la résine, vous allez avoir toute une partie qui va durcir et la partie du fond de pot que vous aurez mal mélangé qui n'aura pas durci. Et donc, vous allez m'appeler et me dire, je ne comprends pas, la résine a durci d'un côté et pas de l'autre. Ou alors, dans le premier mélange, vous allez remplir ce moule et ensuite, vous allez remplir un deuxième. Et donc, lui, il va récupérer tout le fond de pot que vous n'avez pas mélangé. Donc, du coup, elle va durcir, cette création, mais pas celle-là. Ça, c'est en raison du fond de pot. Décomposant, il faut mélanger les deux composants en raclant bien les bords. On va bien jusqu'au fond, on mélange, on fait des huiles délicatement comme ça pendant 3 minutes. Si vous avez bien respecté le ratio d'emploi en pesée ou en millilitres, et si vous avez fait un bon mélange, obligatoirement la résine elle durcit. C'est pas il y a un lot défectueux ou la résine elle marche pas, je sais pas, je comprends pas. C'est simple. C'est si vous avez bien respecté le ratio d'emploi et le mélange, obligatoirement le produit durcit. Il y a des produits qui sont faits de manière industrielle, c'est comme pour toute l'école que vous achetez dans le commerce. Obligatoirement, si vous respectez bien, ça fonctionne. Si quelque chose ne fonctionne pas, que la résine elle reste molle ou il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'on s'est trompé dans la préparation de la résine. Obligatoirement, la résine, si on l'a bien préparée, elle durcit. C'est obligatoire. Donc bien mélanger pendant 3 minutes. Ensuite, les bulles d'air. Comment les éliminer? Donc déjà, mélanger délicatement la résine. Prenez des contenants aussi lisses, hein, c'est bien. Et vous pouvez laisser reposer la résine quelques instants. Donc on fait le mélange. On peut laisser reposer la résine et puis on peut aussi la dispatcher dans d'autres petits gobelets si on veut faire ajouter des colorants et des pigments. Et on la laisse reposer un petit peu. On ne laisse pas la résine pendant un quart d'heure, 20 minutes dans le pot. Non, pendant 1 à 2 minutes. Les bulles d'air, vous allez voir, si vous travaillez avec des résines fluides, elles vont fortement remonter à la surface. Donc, on laisse la résine un petit peu reposer et ensuite on va venir couler. Là, je vais prendre un exemple comme ça. Quand on a des moules avec des petits reliefs, comme par exemple, vous voyez ici, là, il y a des petits détails, il y a plein de petits détails, et aussi, on a des parois avec et des reliefs ici. Donc, quand on coule la résine, une fois qu'on l'a préparée, là, qu'on l'a reposée 1 à 2 minutes, vous avez le temps de couler. Donc, vous coulez délicatement la résine et avec un bâtonnet, par exemple, vous voyez, on va l'aider à aller, par exemple, au fond, là, pour bien voir s'il n'y a pas une bulle d'air qui est coincée. On va aller la déloger. Vous pouvez prendre des pinceaux, hein, pour pas endommager les moules. Hop, bon, vous allez faire les pinceaux, c'est pas grave. On va prendre le pinceau, par exemple, pour aller retirer les bulles d'air au niveau des parois. Et petit à petit, comme ça, on va venir remplir le moule petit à petit. Vous avez le temps de faire votre création. Il vaut mieux la faire tranquillement et puis vérifier qu'on n'ait pas de bulles d'air. Après, une fois qu'on a coulé, pour tout ce qui va être moule en silicone, ne travaillez pas avec des chalumeaux. Les chalumeaux, vous pouvez utiliser pour ceux qui font des tableaux ou des choses comme ça pour obtenir des effets. Il faut être au moins à 15-20 cm. Les chalumeaux, c'est des brûleurs, ça monte à plus de 3000-5000 degrés. Donc, si vous utilisez un chalumeau, vous allez endommager le silicone qui lui résiste à 200 degrés. Et du coup, il va venir coller à la résine. Vous endommagez les moules. Et en plus, vous risquez d'abîmer la création. Donc, vous pouvez utiliser à la place des chalumeaux, soit tout simplement, vous prenez un petit allume-gaz, vous savez, pour allumer par exemple les bougies, là, une petite flamme. Ou sinon, vous pouvez utiliser de l'alcool isopropanol isopropylique. Ça se pchite sur la surface et ça fait éclater les bulles d'air. Généralement, quand on a été chercher toutes les petites bulles d'air, là, hop, on les a remontées, elles vont venir se rejoindre au milieu, au bout de quelques minutes. Donc, une fois qu'on a toutes les petites microbules qui sont remontées, là, qui sont venues se rejoindre, et là, on n'a plus qu'à les éliminer. Après, quand vous coulez la résine, elle va durcir en 24 heures. Donc, avant qu'elle devienne vraiment épaisse et qu'on ne puisse plus l'utiliser, elle a un cycle au moins de 12 heures. Donc, vous avez le temps de vérifier si vous avez des bulles d'air. Si vous mettez, par exemple, des petits végétaux, vous voyez, quand on met des végétaux comme ça, là, il y a toujours des petites micro-bulles d'air. C'est pareil, c'est des matières poreuses, hein, même si on les sèche. Des fois, il y a des petites bulles d'air qui ressortent. Vous avez vous avez du temps. Par exemple, 1 heure après, vous venez voir, tiens, est-ce que j'ai pas une bulle d'air? 2 heures après, hop, on vérifie les créations. Ou alors, on englobe déjà un petit peu de résine, les végétaux ou les fleurs, ou comme ça, on les trempe un petit peu avant dans la résine pour que la résine pénètre les matières et éviter qu'après, elle fasse des bulles d'air.
Donc, vous avez le temps de bien vérifier tous vos travaux. Avec sous étanche et branchement pompe à vide. Excusez-moi, je pense que j'ai... Ah oui, vous pouvez utiliser, oui, ben alors là, c'est pour ceux qui souhaitent investir encore dans du matériel très onéreux. Il existe effectivement des pompes à vide. Donc, c'est des pompes qui font le vide, qui vont chasser l'air de l'intérieur du contenant. Et bon, ça, il faut pouvoir, les pompes à vide, il faut savoir régler la pression, les pots à pression et tout ça pour pouvoir dégazer l'air. Et ça permet comme ça de faire sortir les bulles d'air des liquides. Donc, ça peut être utilisé pour les silicones et aussi également pour la résine. Et après, ça a un coût quand même assez élevé. Au début, il suffit de bien surveiller sa résine et tout ça, d'éliminer les bulles d'air. Vous n'êtes pas obligé d'investir, mais vous pouvez utiliser effectivement ce type de machine. Comment ne pas mélanger les couleurs de résine dans le moule? Faut-il mettre une séparation? Oui, si vous voulez différentes couleurs, vous voyez, si vous mélangez différentes couleurs les unes aux autres, elles vont venir se mélanger. La résine, c'est un liquide. Et par contre, si vous voulez que les couleurs ne se mélangent pas, par exemple, là c'est différent, vous pouvez travailler en strates. C'est-à-dire là, il y a une couche de résine qui a été posée en transparence avec des encres à alcool à l'envers comme ça. Et ensuite, pour faire une autre couleur en strate, on attend que cette première couche durcisse et après, on peut faire un fond avec une autre résine colorée. Quand on ne veut pas qu'elle se mélange, il faut attendre, soit faire une séparation, trouver un système avec du silicone par exemple, ou faire des systèmes de double coulée aussi, où les deux résines colorées viennent se rejoindre. Il y a plein de techniques. Mais effectivement, si vous mélangez plusieurs couleurs tout en même temps dans un moule, eh bien, vous avez un mélange de couleurs qui s'opère obligatoirement. Donc, pour les bulles d'air, mélangez délicatement, laissez reposer quelques minutes. Ne laissez pas la résine dans le pot. Ne répondez pas au téléphone dès que vous avez commencé à travailler, à préparer vos époxys. Vous coulez. Coulez aussi la résine au plus près du moule aussi. Plus vous allez couler au plus près, après vous pouvez utiliser, parfois on coule aussi la résine sur un petit bâtonnet, une petite spatule, ça permet d'éclater aussi les bulles d'air. Voilà, on ne coule pas la résine comme un thé, on fait bien attention d'être au plus proche du moule et puis vous avez le temps, comme je vous dis, de retirer toutes les bulles d'air. Donc, pour rappel, la résine durcit si vous avez bien respecté le ratio d'emploi. Donc A plus B. Si vous avez bien mélangé les deux composants et si vous n'avez pas ajouté trop de colorants ou des peintures ou d'autres éléments qui ne sont pas compatibles avec les époxys. Donc si vous avez des colorants, des matières que vous voulez utiliser, que vous avez pour d'autres loisirs créatifs comme les peintures acryliques, il faut faire des tests. Vous ne lancez pas à faire 3 kg de résine avec un colorant qui ne fonctionne pas. Vous devez faire un test au préalable. Les températures des pièces, évitez de couler en dessous de 15 degrés, puisque ça, c'est pas recommandé. Donc, si vous respectez bien tout ça, obligatoirement, les résines durcissent. Les mélanges automatiques sont-ils efficaces? Je ne sais pas, les mélanges automatiques avec les machines automatiques là, à mélanger? Oui, mais il faut faire attention, il y a certaines machines qui ne vont pas chercher le fond de pot. Donc, il faut faire très attention. Comment nettoyer les gobelets ou les récipients? Si vous utilisez des gobelets plastiques, c'est jetable. Après, il existe des gobelets qui sont tout en silicone, des pichets en silicone, où là, il faut attendre que la résine durcisse et après, on vient écraser comme les moules, les parois pour retirer la résine durcie. Après, la résine, ça se nettoie avec tout ce qui est acétone. De l'acétone. Après, il y en a qui utilisent comment on appelle ça là, pour du gel hydroalcoolique, mais bon, voilà, avec de l'acétone, sinon du papier absorbant pour pouvoir éliminer les résines. Particulière pour les tables, oui, il faut des résines pour grandes poulées pour faire des tables. Alors, certification alimentaire. Comme je disais tout à l'heure, les résines époxy, elles sont toutes non toxiques. Donc, une fois qu'elles sont totalement durcies. La certification alimentaire avec cette résine qui s'appelle Epoxy Food, c'est pour ceux qui ont besoin d'une certification pour le contact alimentaire. C'est-à-dire, si vous travaillez dans l'alimentaire, vous avez besoin de faire un plan de travail et vous avez besoin de cette certification. Cette résine-là a été certifiée par un laboratoire indépendant, donc au niveau de sa composition et une fois le produit durci, qu'elle peut être en contact alimentaire. Ça, c'est pour ceux qui vont faire, je sais pas, des planches à découper pour un restaurant. S'il y a un contrôle sanitaire, on va lui demander si ces planches sont bien en matière plastique et si c'est bien pour le contact alimentaire, comme les outils, les plans de travail, un laboratoire de quelqu'un qui va faire du fromage de brebis. Voilà, on va leur demander est-ce que votre plan de travail en résine a bien la certification alimentaire. Donc cette résine est certifiée. Celle-ci, ça s'appelle Epoxy Food et c'est une résine de finition.
Après, quand on fait une table, vous achetez une table dans le commerce, elle n'est pas certifiée pour le contact alimentaire. Et la résine, vu qu'elle est non toxique une fois durcie, vous n'avez pas besoin d'ajouter une résine pour certification alimentaire. Et après, si vous souhaitez appliquer une résine pour certification alimentaire sur votre table ou sur votre plan de travail ou je ne sais pas, ben, vous pouvez puisque cette résine existe. Donc, elle s'applique au rouleau ou au pinceau ou en fine coulée de 1 à 5 mm. Voilà, c'est une résine de revêtement, elle est dans la catégorie, alors je sais pas si c'est les catégories de revêtement ou simplement résine certifiée pour le contact alimentaire. Celle-ci, elle est certifiée. Vous avez les certifications, les fiches de sécurité sur la fiche du produit, si vous en avez besoin. Table à manger avec Epoxy Food, oui, comme je vous dis, si vous faites une coulée avec une grande résine de coulée Epoxy 10 ou Epoxy Premium, par exemple, faites une grande coulée de 4-5 cm pour faire votre rivière, à la fin, si vous voulez, là, c'est de la résine époxy pour grande coulée. Mais si après, vous avez envie de remettre une dernière couche de résine Epoxy Food juste sur votre rivière ou sur le bois, ou voilà, vous pouvez appliquer au rouleau ou au pinceau et terminer avec cette résine de revêtement pour la certification pour le contact alimentaire. Mais c'est pas... Enfin voilà, après, c'est si vous voulez, si vous en avez besoin, mais après, c'est pas nécessaire. La résine, c'est vraiment un plastique non toxique et sans COV. C'est-à-dire que si là, je fais un plateau, comme ça, si j'ai fait un plateau, ici, ce plateau, si je veux l'utiliser, par exemple, pour mettre du fromage, de la charcuterie, ce que je veux dessus, il n'y a aucune toxicité. Je n'ai pas besoin d'avoir la résine Epoxy Food. Par contre, si je veux, si j'ai besoin de cette certification dans un domaine, je ne sais pas, je suis dans un bar et je vais proposer des produits, là, peut-être qu'on me demandera d'avoir la certification pour le contact alimentaire pour les clients. Mais sinon, dans le cadre particulier personnel, il n'y a pas besoin. Je vous dis, quand vous achetez des tables dans le commerce, les verres qu'il y a sur les tables ou partout, enfin, je ne sais pas, c'est chez Ikea ou ailleurs, vous n'avez pas la certification pour le contact alimentaire. C'est pas obligatoire. Par contre, si c'est une table de restaurant où dessus il va déposer des choses, des aliments et tout ça, oui, peut-être que là, il faut une certification. Après, je ne connais pas toutes les normes européennes sur les certifications alimentaires. Donc, tout à l'heure, on m'a demandé pour le calculateur de besoins. Donc, vous avez cette application que vous pouvez trouver donc, sur les smartphones chez Android et Apple, Apple Store. Voilà. C'est une application très facile d'utilisation. Vous allez avoir donc les différents langages et vous avez les calculateurs de besoins. Ici à gauche et à droite, vous avez les rapports d'utilisation. Donc, quand vous allez vouloir calculer des besoins, que ce soit pour une table, un moule, bon, bah, si c'est un moule atypique, vous faites une moyenne. Vous rentrez les dimensions de votre projet et ensuite vous allez sélectionner la résine que vous utilisez. Par exemple, si c'est 100 pour 60 pour Art Pro, transparente, pardon, on va venir utiliser, on va sélectionner la résine transparente et il va vous faire les calculs, il va vous dire voilà, pour, je sais pas moi, 10 par 10 sur 3 mm, il vous faudra par exemple je sais pas, 270 grammes de résine, il va vous calculer combien de A et combien de B. Il vous calcule les ratios et vous calcule tout selon la résine que vous utilisez. Donc vous avez les calculs de dépenses pour tout ce qui est de besoin, pour tout ce qui va être coulé circulaire, coulé rectangulaire dans des moules ou dans des coffrages, et aussi tout ce qui est revêtement. Voilà, c'est très facile d'utilisation. Oui, la résine, toutes les résines, vous pouvez les appliquer en coulée, au rouleau ou au pinceau. Toutes les résines. Les prix, tout dépend. Il suffit de regarder sur le site. Ça dépend vraiment des résines que vous utilisez. Oui, c'est une application à télécharger. Sur le site, quand vous cliquez sur les différentes résines, vous avez résine pour grande coulée, 5, 10 cm, résine multi-usage. Vous avez tous les prix des résines selon les conditionnements. Voilà. Tous les prix sont affichés. On a un site de vente en ligne, donc obligatoirement, tous les prix de nos produits sont affichés. Alors sinon, vous avez aussi, oui, à la rubrique aide et conseils du site internet, le guide gratuit que vous pouvez télécharger. Si vous souhaitez recevoir le PDF, là, je peux vous l'envoyer par mail. Il faudra faire la demande à info@resinepro.fr. Vous avez l'adresse email que je vous donne à la fin et que vous pouvez retrouver à la rubrique Contactez-nous. Cet e-book complet, il permet d'avoir tous les renseignements sur les résines époxy, les techniques, quelles résines utiliser, les finitions. Enfin voilà, vous avez vraiment le guide, le livre complet de tous les travaux en résine époxy. Nous proposons aussi également donc des formations. Donc les formations, c'est à la rubrique donc formation sur le site www.resinepro.fr. Et voilà, la création d'horloges, donc les cours, vous avez moule et silicone pour apprendre à fabriquer ses propres moules.
avec les silicones RTV et puis par polyaddition, ainsi que les silicones en pâte. Il y a une petite formation de bijoux qui est bien pour ceux qui veulent démarrer, pour apprendre à faire voilà, des petites inclusions, des petits effets avec les encres à alcool, que vous pouvez ensuite, même si c'est du bijou dans des petites créations, vous pouvez ensuite les transposer à des créations comme des sous-verres ou des plateaux. La formation finition, vous avez aussi Ocean Art pour apprendre à faire les effets de vagues et Géode. Donc aussi, on a des kits pour ceux qui veulent démarrer ou essayer, tout simplement des kits où tout est compris, c'est-à-dire vous avez la résine, les colorants et les moules, ainsi que des petits fascicules explicatifs pour commencer à faire quelques petites techniques. Donc après, on a d'autres produits aussi sur type que les résines époxy. On a aussi la nature résine, on a aussi les bougies, ainsi que toute la gamme de savons que vous pouvez aussi retrouver. C'est pour ça qu'ils sont aussi également dans ces kits. Pour ceux qui ont participé et qui souhaitent commander par exemple de la résine époxy en catégorie multi-usage, hein, vous allez dans le site multi-usage pour la résine transparente, les liquidissima. Donc vous pouvez utiliser le code promo EPOXY20 qui vous est offert aujourd'hui pour bénéficier de moins 20% uniquement dans cette catégorie. Donc, vous voyez, tous les produits, applications, formations, vous avez la rubrique aide et conseils. Tous les produits sont catégorisés soit par produit ou par application pour retrouver les différentes catégories de produits, silicone et moule, voilà, tableau et revêtements selon les projets que vous voulez faire. Et donc, vous avez la rubrique Contactez-nous, tous les numéros de téléphone pour pouvoir nous contacter. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter le service client. On est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone ou par WhatsApp. Donc, si vous souhaitez demander, vous avez le formulaire de contact directement sur le site, hein, si vous souhaitez demander le PDF, là. Comment choisir petite ou grosse poulet quand on a un moule style plateau 30 cm de large et 1 cm de hauteur style plateau. Un plateau rond, si c'est un plateau rond 1 cm de hauteur, vous pouvez prendre la résine transparente, elle monte jusqu'à 2 cm. Si vous avez des questions sur quel type de projet bien particulier vous souhaitez faire et que vous souhaitez avoir plus de renseignements ou confirmation sur quel produit utiliser, il ne faut pas hésiter, vous nous envoyez un email et à ce moment-là, vous nous envoyez des photos, même si vous souhaitez, du projet, de votre moule, votre coffrage, les dimensions. Et à ce moment-là, on vous dit quel type de résine utiliser, les calculateurs, comment utiliser la résine. Si vous avez un projet bien particulier, on est là pour vous accompagner. On a aussi toute une gamme de résine de sol pour faire des garages. Il y a la formation, donc, comme je vous disais aussi, résine de sol à Langon, le vendredi 1er février, donc proche de Bordeaux. Donc c'est une formation en présentiel. C'est ouvert à tout le monde, donc pas uniquement aux professionnels. Et après, voilà, vous pouvez aussi vous avez aussi de nombreux conseils, articles de blog qui expliquent aussi comment faire, par exemple, créer une table rivière, par exemple. Vous avez aussi également notre chaîne YouTube Résine Pro France, où vous retrouvez aussi de nombreuses vidéos avec toutes les explications pour les différents produits, comment les utiliser, comment éliminer les bulles d'air. Voilà, de nombreuses vidéos aussi conseils, en fait, tout pour vous accompagner et réussir vos projets. Avez-vous le doc en PDF pour la fabrication de tables en résine? Non, pas du tout. Ça, on n'a pas du tout Par contre, vous avez plusieurs articles de blog sur le sujet. Doit-on couvrir le projet? Non, on ne couvre pas les projets. Il vaut mieux pas, puisque la résine, si vous voulez, quand elle va chauffer et monter en température, si vous mettez une cloche par-dessus couvrir avec quelque chose comme un couvercle, comme une cocotte, vous avez l'humidité qui va être retenue et qui va retomber sur le projet. Par contre, vous pouvez utiliser des cloches, par exemple, couvrir, mais avec des systèmes, vous savez, un peu de parapluie, comment on dit, comme moustiquaire, comme ça, où là, la température peut s'échapper sans souci. Et ça évite comme ça de faire cet effet cloche et ça évite que des insectes ou des micro-poussières viennent se mettre sur la surface. Vous pouvez, oui. Donc, je vous rappelle le code EPOXY20 pour ceux qui veulent le noter et si jamais vous êtes intéressé de découvrir nos produits et de vous lancer dans la résine époxy. Après, normalement, si vous suivez bien tous les conseils, vous devrez réussir vos projets. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de gens qui sont totalement novices en résine époxy et qui arrivent rapidement à faire des jolies choses. Alors voilà, si vous êtes intéressé, il ne faut pas hésiter à vous lancer. Et si vous avez besoin de conseils, il ne faut pas hésiter non plus à nous contacter. Hein. On est là pour répondre à toutes vos demandes. Si vous avez un souci de commande, un colis qui est retardé, si vous avez la moindre demande de conseils, il ne faut pas hésiter. Merci Sophia, c'est très gentil.
Durée de vie d'une résine non utilisée, bah, si vous les avez commandées, vous n'avez jamais utilisées, même 2-3 ans après, tant qu'elles ne sont pas ouvertes, il n'y a aucun souci. Après, si vous refermez bien vos flacons et tout ça, généralement, on recommande de les utiliser dans les 3 mois, mais même après 1 an ou 2, si elles sont bien fermées, qu'elles n'ont pas pris l'air, l'humidité, qu'elles ne sont pas rentrées en contact l'une avec l'autre, vous pouvez les utiliser sans souci. C'est bon pour tout le monde. Vous avez encore, je suis désolée, j'ai un petit peu dépassé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les envoyer donc par mail ou à nous contacter par téléphone ou WhatsApp comme vous souhaitez. Je vous remercie beaucoup tous pour votre présence. J'espère que ce cours vous aura plu. J'essaie de vous donner le maximum d'infos en condensé et j'espère que ça aurait été un peu audible comme je tendance à parler très vite. Et je vous remercie en tout cas à tous pour votre présence et voilà, j'espère que ce cours vous aura plu. Merci à tous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et puis de jolies créations en résine époxy à venir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos retours. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous.